Regardez bien cette carte de l'Afrique. Du Nigeria au Kenya, du Maroc à l'Afrique du Sud, on entend toujours parler des mêmes pays. Toujours les mêmes, toujours les grands clichés. Mais juste là, dans la corne de l'Afrique, un géant se réveille en silence. Sans tambour, sans trompette, sans une seule conférence de presse spectaculaire. L'Éthiopie. Plus de 130 millions d'habitants. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Plus que le Royaume-Uni, plus que la France, plus que l'Allemagne presque réunie. Et pourtant, quand on parle d'Éthiopie en Occident, on pense quoi? La famine des années 80, les images de Bob Geldof, We Are the World, une carte postale figée, vieille de 40 ans, qui colle à la peau du pays comme une étiquette qu'on n'arrive pas à décoller. Sauf que cette image-là est complètement périmée. Parce qu'en 2026, l'Éthiopie est en train de devenir l'une des puissances les plus stratégiques du continent africain. Et personne n'en parle vraiment. Alors comment un pays qu'on croyait endormi est-il en train de redessiner la géopolitique de toute une région? Pour comprendre, il faut remonter loin, très très loin. L'Éthiopie n'est pas un pays comme les autres en Afrique. C'est l'un des plus anciens États du monde encore debout. Plus de 3000 ans d'histoire continue. Le royaume d'Aksum, qui dominait la mer Rouge dès le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est déjà l'Éthiopie. Bien avant la France, bien avant l'Angleterre, bien avant tout ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire occidentaux. Et un détail crucial. Pendant la grande vague de colonisation européenne, presque toute l'Afrique tombe sous domination étrangère. Britanniques, Français, Belges, Italiens, Portugais, Allemands se partagent le continent comme un gâteau d'anniversaire. Sauf l'Éthiopie. Elle tient, elle résiste. En 1886, à la bataille d'Adwa, l'armée éthiopienne du roi Ménélik III écrase l'armée italienne. Une humiliation totale pour Rome. Un mythe fondateur pour Addis Abeba. C'est l'un des seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisé. Cette fierté, cette indépendance historique, c'est la première clé pour comprendre l'Éthiopie d'aujourd'hui. Ce n'est pas un pays qui se laisse dicter sa conduite. Jamais. Mais avançons rapidement. Pendant la guerre froide, l'Éthiopie passe par toutes les couleurs du spectre politique. Monarchie sous l'empereur Haïlé Sélassié, celui qui inspire encore le mouvement Rastafari aujourd'hui, croix, coup d'État communiste en 1974, régime brutal du Derg, famine catastrophique en 1984, celle qui marque l'imaginaire occidental pour toujours, c'est qu'une, puis chute du régime communiste en 1991. Démocratie fragile, tensions ethniques, guerre civile au Tigré entre 2020 et 2022. Bref, ces dernières décennies, ça n'a pas été simple. Pas du tout. Mais malgré tout ça, l'Éthiopie avance. Et là, regardez les chiffres. Depuis 2010, le PIB éthiopien a été multiplié par 5. 5. Pas 20%. 5 fois. Sur 15 ans, c'est l'une des croissances les plus rapides du continent. Plus rapide que celle du Nigeria, plus rapide que celle du Kenya, plus rapide que celle de l'Égypte voici. La capitale, Addis Abeba, est devenue un hub diplomatique majeur. Le siège de l'Union africaine est là. Tous les sommets africains majeurs passent par cette ville. Quand un président africain doit signer un accord important, où atterrit son avion? Souvent à Addis Abeba. L'Éthiopie a construit le premier métro moderne d'Afrique subsaharienne. Inauguré en 2015, financé en grande partie par la Chine. Aujourd'hui, des millions d'Éthiopiens l'utilisent chaque mois. Pas un projet de prestige, pas une vitrine. Un vrai outil quotidien pour une mégalopole en pleine explosion. Mais le vrai game changer, c'est ailleurs. C'est sur le Nil. Depuis 2011, l'Éthiopie construit le plus grand barrage d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance. Gerd pour les intimes. 6450 mégawatts de capacité, capable d'éclairer tout le pays et d'exporter de l'électricité à ses voisins. Limite. Ce barrage, c'est une révolution énergétique, mais c'est aussi une bombe géopolitique posée au cœur de l'Afrique du Nord-Est. Pourquoi? Parce que le Nil ne traverse pas que l'Éthiopie. Il continue son chemin vers le Soudan, puis vers l'Égypte. Et l'Égypte dépend du Nil pour 90% de son eau. Sans le Nil, le Caire devient un désert, tout simplement. Pendant des millénaires, c'est l'Égypte qui a contrôlé le Nil. Les pharaons, les Mamelouks, les Britanniques, les Égyptiens modernes, tous se sont vus comme les maîtres du fleuve. L'Éthiopie vient de tout changer. Elle contrôle désormais la source. C'est un changement géopolitique majeur, presque civilisationnel. Pour la première fois depuis l'Antiquité, ce n'est plus l'Égypte qui dicte les règles du Nil, c'est l'Éthiopie. Tensions énormes, négociations qui s'éternisent, menaces militaires de la part du Caire, mais l'Éthiopie tient bon. Le barrage est rempli,
l'électricité coule. Et l'Égypte doit composer. Et ce n'est qu'un début. Parce que l'Éthiopie ne s'arrête pas là. Elle a aussi un autre projet stratégique, reconquérir un accès à la mer. Petit rappel géographique. Jusqu'en 1993, l'Éthiopie était un pays côtier, avec ses ports sur la mer Rouge, Massawa, Assab, des noms qui sonnent comme des morceaux d'empire. Puis, l'Érythrée a déclaré son indépendance et a pris toute la côte avec elle. Du jour au lendemain, l'Éthiopie est devenue enclavée, coincée, sans port. Plus aucun accès direct au commerce maritime. Pour un pays de 130 millions d'habitants, en pleine expansion, c'est un cauchemar économique. Tout ce qui entre et sort doit transiter par Djibouti, voisin minuscule mais hyper stratégique. Une dépendance écrasante. Alors en 2026, l'Éthiopie passe à l'action. Elle signe un accord historique avec le Somaliland, une république autoproclamée non reconnue par la communauté internationale, pour obtenir un accès direct au port de Berbera. En échange, une chose énorme, reconnaître officiellement le Somaliland comme État indépendant. Choc diplomatique massif. La Somalie hurle à la trahison. L'Union africaine s'inquiète. Les puissances occidentales font la grimace. Mais l'Éthiopie avance, lentement, méthodiquement, sans s'excuser. C'est ça la stratégie éthiopienne en 2026. Pas de bruit, pas de discours grandiloquents, mais des actes concrets qui changent la carte du pouvoir dans la région. 1004. Et il y a plus, beaucoup plus. Démographiquement, l'Éthiopie explose. Sa population a doublé en 25 ans. Elle pourrait atteindre 200 millions d'habitants d'ici 2150. Cela ferait de l'Éthiopie un des 10 pays les plus peuplés du monde, devant le Japon, devant la Russie, devant le Mexique, devant l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni réunis. Et démographie veut dire main-d'œuvre. Main-d'œuvre veut dire production. Production veut dire pouvoir économique. C'est la mécanique brutale du XXIe siècle. Le pays est en pleine industrialisation. Des dizaines de zones industrielles ont été créées autour d'Addis Abeba. Awassa, Bolélemi, Kombolcha. Des marques mondiales comme H&M, PVH ou Decathlon y produisent des vêtements à bas coût, t-shirts. L'Éthiopie veut devenir l'usine du monde version africaine, le nouveau Bangladesh, le nouveau Vietnam. Le pari est risqué. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi, mais il avance. Et puis, il y a la diplomatie. Main. L'Éthiopie joue dans toutes les cours en même temps. Elle est partenaire stratégique de la Chine, CN, qui finance ses infrastructures, son métro, ses routes, son chemin de fer Addis-Djibouti. Mais elle reste aussi proche des États-Unis et de l'Europe. Elle commerce avec la Russie, elle accueille des bases militaires étrangères dans la région, chinoises, américaines, françaises, japonaises, italiennes. Toutes les grandes puissances ont mis un pied à Djibouti, juste à côté. Aucun camp ne la possède. Aucune capitale ne dicte sa loi à Addis Abeba. C'est une diplomatie multipolaire assumée, comme l'Inde, comme la Turquie, comme le Brésil. Une stratégie d'équilibre. En 2024, l'Éthiopie est officiellement entrée dans les BRICS+, ce groupe d'économies émergentes qui veut peser face à l'Occident. Pour un pays africain, c'est un signal énorme. Cela veut dire qu'on la considère désormais comme un acteur global, pas juste régional. Mais, et c'est important, l'Éthiopie a aussi des fragilités énormes. Tensions ethniques massives. Le pays compte plus de 80 groupes ethniques différents. Les Oromos, les Amaras, les Tigréens, les Somalis, les Afars, les Sidama. Chacun avec sa langue, ses revendications, son histoire, ses traumatismes. Le risque de fragmentation est réel. La guerre du Tigré, entre 2020 et 2022, a fait des centaines de milliers de morts. Certains parlent d'un demi-million. Des massacres, des famines provoquées, des populations déplacées. Les blessures ne sont pas refermées. Et de nouvelles tensions montent, notamment dans la région Amara depuis 2023. Économiquement, malgré la croissance, le pays reste pauvre. Le PIB par habitant est l'un des plus bas du continent, autour de 1100 $ par an. L'inflation grimpe, la dette publique grimpe, et le pays a dû renégocier en urgence avec le FMI ces dernières années. Et puis, il y a la question politique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, est aujourd'hui critiqué pour son autoritarisme grandissant. La presse est sous pression, l'opposition est limitée, les élections sont contestées. Le Nobel a un goût amer. Donc, l'Éthiopie monte.
mais elle monte sur un fil. Pourtant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire est claire. Malgré les obstacles, malgré les guerres, malgré les crises, l'Éthiopie est en train de devenir un acteur incontournable. Pour la première fois depuis l'Antiquité, un pays de la Corne de l'Afrique se positionne comme une puissance régionale capable de tenir tête aux géants. Comparons avec ses voisins. Le Soudan est en pleine guerre civile depuis 2023, ravagé. Le Kenya stagne. La Somalie reste fragile. L'Érythrée est isolée. L'Égypte voit son influence reculer sur le Nil supérieur. Le Yémen est en miettes. Au milieu de tout ce chaos régional, l'Éthiopie avance, régulièrement, méthodiquement, comme un train de marchandises qu'on n'arrête plus. Et géographiquement, elle est dans une position incroyable, au carrefour de la mer Rouge, du golfe d'Aden, du détroit de Bab el-Mandeb. Une des routes maritimes les plus importantes du monde passe juste à côté. Près de 30% du commerce mondial transite par cette zone. Pétrole du Golfe, conteneurs d'Asie, marchandises d'Europe, tout passe par là. L'Éthiopie n'a pas accès direct à cette route. Pas encore. Mais avec ses accords sur Berbera, ses partenariats avec Djibouti, ses ambitions maritimes, elle se positionne comme un acteur clé du commerce régional. Et personne ne fait vraiment attention. Parce que les médias occidentaux regardent ailleurs. Ukraine, Gaza, Chine, Taïwan. Pendant ce temps, dans la Corne de l'Afrique, un géant se réveille. Imagine, dans 25 ans, 200 millions d'habitants, une économie diversifiée, un accès à la mer reconquis, des infrastructures modernes, un poids diplomatique international. L'Éthiopie pourrait devenir ce que la Turquie est aujourd'hui pour le Moyen-Orient, une puissance régionale majeure, capable d'arbitrer, de peser, de décider. Et tout ça, sans bruit. Sans grand discours, juste avec une vision long terme et une obstination patiente. Pendant que les autres parlent, l'Éthiopie construit. Pendant que les autres s'agitent, l'Éthiopie négocie. Pendant que les médias regardent ailleurs, l'Éthiopie prépare le coup d'après. C'est ça, la vraie leçon géographique de 2026. Les puissances de demain ne sont pas toujours celles qu'on regarde. Pendant qu'on parle des mêmes pays depuis 20 ans, des nations comme l'Éthiopie redessinent silencieusement la carte du monde. Et un jour, peut-être plus tôt qu'on l'imagine, on se réveillera en se demandant « Comment a-t-on raté ça ?» L'histoire ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle se construit dans le silence d'un barrage qui se remplit, d'un port qu'on négocie, d'une démographie qui explose, d'une diplomatie qui tisse sa toile pendant que personne ne regarde. L'Éthiopie n'est plus le pays des images de famine des années 80. Cette image est morte. Elle appartient à l'histoire ancienne. C'est le futur géant africain, le géant silencieux. La prochaine fois que vous regardez une carte de l'Afrique, ne sautez pas la corne. Regardez-la longtemps. Parce que c'est de là que viendra une partie du monde de demain. La géographie a toujours le dernier mot.